Bonjour à tous et bienvenue sur La Ruche Média. Aujourd'hui, je reçois Alain Carazé. Bonjour. Vous allez bien? Tout va bien. Voilà. Un peu frais, mais tout va bien. Oui, il fait un peu frais, c'est vrai. Et on va discuter ensemble de l'engouement qu'on peut avoir, nous Français, mais même tous, pour les séries. Mais avant, vous êtes à l'orée de Previously. C'est un podcast qui existe, qui est hebdomadaire, qui Sur le existe site de Télé Loisirs. sur le site de Télé Loisirs. Et de quoi s'agit-il Dans lequel exactement? chaque semaine, je décrypte une série télé. Généralement une série télé un peu culte, une série télé qui a 4-5 ans. Quoique, on a fait Engrenage, enfin j'ai fait Engrenage il y a peu de temps, Oui. et puis je vais faire Game of Thrones. Oui. Donc, enfin, une série télé qui a déjà un peu de bouteille, on va dire. Et puis je rentre dans les coulisses, je rentre dans les détails et je vous livre, quelquefois même avec des interviews, des réflexions, des remarques, etc. D'accord. Un peu toutes les coulisses, tous les secrets de la production d'une série. Voilà. D'accord, et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ceci? Tout simplement parce que ça fait depuis à peu près 40 ans que je navigue dans le milieu de la série, que Oui. j'ai fait énormément des livres, des émissions de télévision, des magazines en tant que rédacteur en chef. J'ai tenu des chroniques et tout. Alors on va être très franc. Ouais. Comme vous le savez sans doute, la presse papier est en train petit à petit de s'éteindre. Eh oui, malheureusement. Et par contre, l'avenir est beaucoup plus justement à tout ce qui est numérique, tout ce qu'on fait en ce moment, tout ce qui est podcast, tout ce qui est choses comme ça. Donc, au sein du groupe Prisma Media, Ouais. la volonté de développer encore D'accord. plus, plutôt que de développer, merci beaucoup, plutôt que de développer des chroniques écrites, de développer beaucoup plus des chroniques audio ou des chroniques vidéo quand c'est le cas, mais là on parle de chroniques audio. Voilà. D'accord. Donc c'est vraiment une espèce de suite logique des choses, même si à raison d'un podcast par semaine, ça me demande énormément de travail, Bah parce oui. que c'est un peu l'équivalent d'un petit livre à chaque fois, Ouais. d'un petit fascicule à chaque fois d'une 50aine de pages. Ah oui, quand même. Ah mais c'est tous les détails de la production d'une série, d'où ça vient, comment, par qui, pourquoi, les secrets, les choses comme ça. C'est énormément de boulot, mais c'est passionnant. Bah oui, c'est Et passionnant. c'est quelque chose que je connais déjà bien, donc voilà. D'accord. Donc, à côté de Previously, il y a en effet une vraie connaissance de votre part du monde de la série, hein, vous l'avez dit, depuis Tout à quand fait, même ouais. très longtemps maintenant. Et je m'interrogeais sur justement l'engouement qu'on pouvait... Alors, on vous demande aussi souvent, en ces périodes d'année, le top 3 des Oui, c'est séries, un peu etc. systématique. On C'est demande aussi normal. aux cinéphiles, Et c'est normal. aux libraires, etc. Donc voilà, bien sûr. Mais l'engouement des séries, j'ai envie d'aller plus loin avec vous, bien sûr, justement. c'est normal, voilà. parce qu'en effet, là, on est un peu plus intemporel, et puis justement, l'occasion est de parler plus de choses. L'engouement des séries, c'est souvent ce qui revient dans des demandes d'interview, dans des choses comme ça. Je réponds toujours qu'il ne date pas d'hier. Oui. Il est simplement plus présent aujourd'hui, Oui. il est plus sur le devant de la scène, on s'en rend compte un peu plus. Mais l'engouement pour les séries, si on a un petit peu de recul, Oui. et si on gratte un peu la surface des choses, on se rend compte que dès les années 60, et je parle pour la France, hein, bien sûr, je ne parle même pas pour les pays anglo-saxons, dès les années 60, qu'est-ce qu'il y avait en couverture souvent de Télé 7 jours, de Télépoche, etc. Les Incorruptibles, les Mystères de l'Ouest, Oui. Au nom de la loi, Belphégor. Belphégor, les Brigades du Tigre, Oui. etc. Des séries. On aimait déjà ça. Ah mais c'était non seulement C'était un quelque chose qui rendez-vous. était aimé, c'était un rendez-vous et c'était un succès. Oui. Les Missions Impossibles, des choses comme Oui, ça. c'est vrai. C'était en prime time. Les chapeaux, les bottes de cuir revenaient régulièrement Oui, tous les c'est ans vrai. sur Antenne 2. Amicalement Vôtre. Et Amicalement Vôtre aussi. Donc quelque part, ce rendez-vous avec le public et cette appétence du public pour Ouais. qu'on lui raconte des histoires Oui. via la télévision, qu'on lui raconte des histoires parce que la télévision propose ça, une fidélisation. C'est-à-dire toutes les semaines, le même jour, à la même heure, on revient avec nos personnages favoris, etc. Ça existe depuis les années 60. Ce qui s'est passé, Oui. et ce qui se passe, Ce qui change maintenant. ce qui change, rien ne change, simplement ça évolue. Voilà. C'est comme tout art, que ce soit le cinéma, que ce soit la littérature ou quoi que ce soit, on ne fait plus des livres, on n'écrit plus des livres maintenant comme on les écrivait il y a 50 ans. Oui. On ne fait plus des films maintenant au-delà de la technique. On ne fait plus des films maintenant comme on les faisait il y a 50 ans. Par contre, on continue de raconter des histoires. Complètement. Et le système évolue, et la narration évolue, et la sophistication évolue, parce que le public aussi Et plus sophistique de exigeant, plus en on est plus il est exigeant. plus exigeant, ce qui est tout à fait logique et normal. Donc les possibilités se multiplient, etc. Mais à la base, Oui. l'appétence pour qu'on raconte des histoires Elle est aux gens, toujours là. Depuis la Bible. Depuis toujours, en fait. Alors, avez ce qui a raison. changé, finalement, c'est peut-être pas la fabrication, mais le marché qui a peut-être alors, le marché en bougé. effet, a complètement bougé, il va continuer de bouger encore dans les années suivantes. Oui. La série est une des très rares formes artistiques qui repose sur un diffuseur pour exister. Oui.
Je m'explique simplement un peu Oui, mieux. oui. Si vous voulez faire un film, vous avez Oui. besoin d'un producteur, et c'est le producteur qui va décider d'investir de l'argent. Oui. Et après, votre film, c'est les cinémas qui vont le distribuer. Mais je veux dire, c'est pas le cinéma de quartier qui va venir vous voir, vous, Non, non, ouais. pour vous dire, faites-moi un film. La série, si. D'accord. La série, c'est la chaîne de télévision Oui. qui va venir vous voir, vous, en disant, fais-moi ta série. Exactement. Et qui veut la financer. Voilà. Donc, ça veut dire que le rapport des forces est complètement changé. Si c'est le cinéma qui ordonnait de faire un film, il aurait droit de regard sur le film parce qu'il connaît bien ses spectateurs, il sait qui sont les gens qui viennent dans son coin, dans son quartier, etc. Pour la télévision, c'est un peu pareil. Oui. Que ce soit la télévision française, américaine, belge, suisse, allemande ou anglaise, étant donné que c'est eux qui commanditent, étant donné que c'est eux qui financent, Oui. on va dire jusqu'à 70-80%, Oui. étant donné que c'est une chaîne qui finance, que ce soit une série anglaise, que ce soit une série américaine ou une série française, même si le financement de la série française est un peu différent. Mais bon, on en est quand même là. Entre le CNC, entre les chaînes de télévision, c'est 100%. Voilà. Et ben, ça veut dire que les créateurs et les producteurs sont encore un petit peu liés au desiderata du diffuseur. Le diffuseur, ouais. Parce que c'est lui qui fournit l'argent, grosso modo. Vous ne pouvez pas produire 10 épisodes d'une série, la lancer dans l'air et puis voir qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qui se passe. C'est pas possible. Ouais. Vous pouvez le faire avec une web série éventuellement, Oui. vous pouvez le faire sur YouTube, mais avec des moyens très réduits et encore en espérant que ça puisse marcher et vous retombez sur vos pattes. Mais quand on est sur des budgets de l'ordre de 3 millions de dollars l'épisode, Oui, le village français par exemple. ou un village français ou des choses comme ça qui nécessitent des investissements très lourds Oui. quand même, on parle de séries, on parle pas de C'est films, énorme. on parle de séries, des investissements sont quand même gigantesques. C'est vrai que financièrement parlant, voilà, on va dire le business model de la Oui. série, c'est d'abord le diffuseur qui paye pour avoir une fiction à diffuser sur ses écrans. Alors, par contre, ce qui a beaucoup changé ces dernières années, et on en vient là, au fond vraiment de la question, c'est le nombre de diffuseurs et la qualité des diffuseurs. Ouais. Il y a encore 30 ans, 40 ans, les diffuseurs, il y en avait 4-5. Oui. Je parle par pays. Par pays. Mais Donc là, ça veut dire que vous êtes créateur de série, vous êtes obligé de vous plaindre que votre projet n'est pas pris par tel ou tel diffuseur. Oui. Parce qu'ils vont vers le plus petit dénominateur commun, parce que quelque part ils recherchent plus une efficacité de quelque chose qui est déjà très prononcé plutôt que de vers une originalité. Et là, maintenant, rien qu'aux États-Unis, il y a 450 nouvelles séries et saisons par an. 450. Les diffuseurs, ils se sont multipliés avec le câble d'abord, maintenant avec les plateformes, etc. Donc ils sont de plus en plus nombreux. Donc ils demandent de plus en plus de contenu. Et cette demande de contenu, évidemment, rejaillit sur le type de programme, le type de fiction qu'on peut avoir. Autant une télévision qui s'adresse, enfin une télévision ou un diffuseur qui va s'adresser à tous les publics, et je vais simplifier, mais le papa, la maman, les enfants, les grands-parents en même temps et à la même heure, va avoir des exigences de contenu complètement différentes que le fournisseur qui s'adresse uniquement à un type de public, ou qui recherche un type de public, 18-50 ans, jeune, mâle, urbain, j'invente, hein, mais pas trop quand même, mais j'improvise, et c'est évident que le type de programme qu'il va faire va être incompatible de l'un sur l'autre, mais surtout, ça veut dire que pour le créatif, les idées qu'il a et qui n'auraient pas pu être développées pour un diffuseur, il va pouvoir les développer pour un autre. Et ça c'est super important, c'est la très grande différence. C'est le fait que justement de nouveaux diffuseurs sont arrivés sur le marché, y compris des diffuseurs qui jusqu'alors ne faisaient pas de séries. Maintenant, même des chaînes de télévision, même des diffuseurs de documentaires animaliers ou des documentaires se mettent à faire de la fiction. Ouais. Je veux dire, Picasso avec Antonio Banderas quand même. On ne parle pas d'une petite fiction de rien du tout. Ne serait-ce que Picasso le salaire d'Antonio de Banderas, c'est tourner, recréer, etc. C'est sur National Geographic. Oui, complètement. Donc c'est que tout le monde s'y met. Tout le monde s'y est mis. Et ça fait des années. En France même, au niveau de la diffusion, si on se souvient un petit peu de la période des chaînes du câble, comme Teva, comme Canal Jimmy, comme Série Club, etc., quand Teva, par exemple, s'est mis à exister, Teva a explosé littéralement à partir du moment où ils ont commencé à diffuser Sex and the City. Oui, c'est vrai. C'est culte. La première alias. Au départ, Teva, chaîne du câble, ça intéressait pas vraiment. Puis il y a eu Sex and the City, ça a drainé tout un public. Oui. Ça ne veut pas dire que le reste de la programmation était nul, mais ça veut dire que ça a drainé tout un public qui s'est mis à regarder cette chaîne et à se dire il y a peut-être des choses aussi intéressantes sur cette chaîne. Exactement. Ça, ce phénomène-là, les Américains le connaissent, les Anglo-Saxons le connaissent depuis très longtemps. Le fait d'avoir des productions phares, des choses phares qui attirent vers un diffuseur et que les gens vont rester dessus, ils les connaissent. C'est encore le cas de nos jours avec des plateformes comme Netflix ou comme Amazon qui investissent énormément d'argent dans le but d'avoir des programmes phares, un ou deux programmes phares, qui fait que les gens vont rester même si
99% des autres programmes sont moins intéressants. Oui, exactement. Mais j'allais justement vous poser la question sur l'avancée des Américains par rapport à nous. Et en préparant cette émission, vous m'avez parlé d'un système qui s'appelle TiVo. Ouais. Et donc qui peut être l'ancêtre même de Netflix. Absolument. Et je voulais que vous me racontiez un petit peu, de façon brève, l'histoire de TiVo et pourquoi du coup Netflix aujourd'hui a autant d'avance. On parle beaucoup maintenant de Netflix et des VOD avec le binge viewing, à savoir tous les épisodes sont disponibles d'un coup, Ouais. on peut tout regarder, etc. On est loin maintenant du rendez-vous de la fidélisation. On n'est plus obligé d'attendre Samedi tel soir, jour, Dallas. telle heure, le samedi soir Dallas, tel jour, Voilà. telle heure, et si vous manquez un épisode, c'est plus possible, etc., etc. Ce qui est vrai, sauf que ça c'est un langage marketing. Oui. La vraie réalité, en ce qui concerne les États-Unis, c'est que le fait que les gens puissent se désolidariser de la diffusion linéaire existe depuis très longtemps. Et c'est justement ça qui a permis l'éclosion de séries comme Lost, comme 24 heures chrono, qui n'auraient jamais été possibles avant. Pourquoi ? Simplement parce que ce sont des séries à suivre. Oui. Et qu'en effet, si on est sur le linéaire, et si on part du principe qu'en début de saison, on va louper un épisode, Oui. parce qu'on ne sera pas là le soir à l'heure précise, qu'on aura autre chose à faire, Oui. on va louper un épisode. Un épisode de Lost et on est perdu. Et Sans voilà, faire de mauvais et jeu de ça, mots. les producteurs des séries, les diffuseurs s'en rendent bien compte. Ils se sont dit, oh non, on va pas se lancer là-dedans. Oui. Il faut que nos séries soient interchangeables, il faut que nos épisodes on puisse les diffuser dans n'importe quel ordre, à n'importe quel moment, etc. Ça a changé avec le TiVo. Le TiVo, c'est simplement un enregistreur numérique. C'est un enregistreur numérique qui existait aux États-Unis dès les années 90 et qui a connu jusqu'à un taux de pénétration de 50% sur le marché américain. Ça veut dire que 50% des téléspectateurs américains avaient cet appareil. Incroyable. C'était quoi ? C'était un enregistreur numérique Ouais. relié par Internet à une banque de données. C'était pas simplement un enregistreur, Oui. c'était un enregistreur relié à une banque de données qui faisait qu'il suffisait que vous programmiez Lost Oui. pour que, sans que vous n'ayez rien à faire, il vous enregistre systématiquement tous les nouveaux, et pas les rediffs, tous les nouveaux épisodes de Tous Lost. les nouveaux, c'est incroyable. Et on est quoi ? On est en 1960 là ? Ah, on est en 1990 quand même. 90, Ah, on voilà. est en Donc, 1990, c'est tellement on est dans avancé. les années 90, D'accord. les années 90 à l'aube des années 2000, D'accord. quelque chose comme ça, vers la fin des années 90, et le TiVo petit à petit prend de la place, prend de l'ampleur. Les gens s'abonnent au TiVo, ont l'appareil chez eux, Oui. reçoivent régulièrement les mises à jour des grilles de programme, et donc quelque part, on voit des gens qui, c'est pas grave s'ils ont loupé la diffusion C'est de Lost, enregistré. etc. C'est enregistré. Et pour les chaînes de télévision américaines qui dépendent beaucoup de la publicité, ça a été carrément une horreur. Ben parce oui. que les gens pouvaient d'un seul coup, et là, en France, on entendait parler Oui. de ces machines qui pouvaient zapper la pub. Oui. Il s'agissait de ça. Ah, Il s'agissait d'accord, de l'enregistrement c'était ça. numérique. Les fameuses machines qui, soi-disant, aux États-Unis, vous Oui. permettaient de zapper la pub, Oui, c'était le TiVo. c'était le TiVo. D'accord. C'était l'enregistreur numérique qui vous permettait, D'accord. et en effet, parce que c'était enregistré, quand vous visionnez les choses, On avance. vous Le replay avancez. d'aujourd'hui. Et on est complètement dans le replay d'aujourd'hui. Donc, en effet, toute l'attitude du replay actuel, toute l'attitude des plateformes qui vous donnent plusieurs épisodes à la suite et qui vous permettent de voir pendant 3-4 heures plusieurs épisodes à la suite, les Américains connaissaient un petit peu grâce au TiVo parce que, en effet, il y avait le côté bouche à oreille, Oui. et il y avait le côté, en effet, comme on dit, discussion autour de la fontaine à eau le lendemain matin après l'épisode, pour savoir de quoi il s'agit. Ce qu'on vit encore de nos jours Oui. avec des séries comme Game of Thrones ou des choses comme ça. Bien sûr. Dans lesquelles, dès le lendemain, Bien sûr. sur Internet, Ça crée du l'épisode lien d'hier, social, ça bien crée un sûr. lien social, etc. Bien sûr. Mais beaucoup de gens se disaient non, moi j'attends ce qu'il y ait au moins 5-6 épisodes sur mon TiVo, Oui. dans la fin de saison, pour pouvoir tout voir. Ah oui, C'est aussi ce qui a contribué au développement des saisons complètes en DVD. d'accord. Chose qui existait beaucoup moins avant. Oui, tout à fait. Le fait que dès que la saison est terminée, on attend l'été et dès le début de la saison suivante, la saison précédente existe en DVD et soit éditée en DVD, ça aussi, c'est quelque chose lié à la programmation américaine qui fait que, ok, vous n'avez pas suivi pendant toute la saison, semaine après semaine, les épisodes, là, vous achetez nos galettes et comme ça, vous pouvez tout voir d'un coup. C'est comme ça que des séries comme 24 heures chrono ont pu se Oui, développer, on sinon peut ça aurait été développer. purement et simplement C'est impossible. important quand même de connaître cette histoire du TiVo pour pouvoir comprendre pourquoi Netflix est autant en avance et pourquoi nous, faut Et qu'on Netflix- arrête de culpabiliser quand Et même. comme vous le savez sans doute, Netflix au départ n'était qu'un loueur de DVD. Oui, un loueur de DVD, exactement. Donc en fait, ce qu'il louait, c'était des DVD, justement, qui compilaient des épisodes. Oui, c'est C'était ça. on est dans, donc, c'est des DVD qui étaient C'est une produits. évolution, comme vous avez dit au début. Et donc ils se sont dit plutôt que d'envoyer des DVD physiques à nos abonnés, Oui. plutôt que de leur envoyer la galette Oui. avec les 10 épisodes, enfin, les galettes avec les 24 épisodes dessus. On va numériser. On va numériser tout ça, Voilà. on va demander les droits à la Fox Oui. ou à Disney Oui. ou ceci machin, et on va les mettre sur une plateforme parce que le streaming maintenant est suffisamment développé, suffisamment techniquement avancé, Oui. pour pouvoir permettre ce genre de choses qui n'était pas possible avant. Avant, Donc, ouais. ils se sont dit plutôt que de se perdre du temps et de l'argent en envoyant le support physique, Mais oui. numérisons les choses. Donc ils ont été voir les distributeurs DVD en disant écoutez,
on peut louer vos DVD, mais plutôt que de les louer, on va numériser les DVD et les envoyer par streaming, si vous êtes d'accord. Et des grands distributeurs comme Fox, comme Disney, oui, bien attendez, sûr. ça représente quelques dollars en plus, pourquoi pas, ça marchera un petit peu, etc. Ils n'avaient pas bien. Voilà. Ils n'ont pas été très visionnaires là. C'est là où je voulais en venir. C'est que là, si vous voulez maintenant les Disney, les Fox, les machins, etc., puis, oh, allez, on vous file vos séries, on vous file nos séries, Oui. on vous file les intégrales de nos séries, saison après saison, comme ça en streaming, parce que ça met. Voilà. Surtout Voilà. qu'en plus maintenant Netflix met Netflix partout. Original Netflix. Alors, Par-dessus le marché. ça c'est aussi un autre souci, c'est que Netflix en effet a été, d'abord a fait comme ça, puis ensuite a bien compris que de toute façon pour satisfaire de nouveaux abonnés et pour avoir de nouveaux abonnés, il fallait qu'il fasse exactement la même chose qu'a fait Teva à une époque, à savoir dire que ça c'est chez nous Chez nous. et c'est pas ailleurs, Ouais. et ça ne sera que chez nous, et on bat le tambour en disant Ouais. regardez comme c'est bien, mais ça c'est une marketing, c'est Ouais, humain, c'est c'est du normal. marketing, pourquoi bien pas, sûr, bien hein. sûr. Donc ils se sont mis à produire quelques séries. Et là, en effet, les grandes compagnies américaines se sont dit Ouais. attends, zut. on est en train de nourrir la main qui est en train de nous bouffer là. Oui, voilà. D'un autre côté, de toute façon, ces grandes séries étaient produites par les mêmes qui vendaient aussi leur catalogue. Donc chacun s'y retrouve. Et puis Netflix a commencé une campagne marketing très importante en Ouais. mettant le label Original Netflix sur absolument toutes les séries qu'ils Tout, achetaient. et surtout, tout est à eux. Donc tout même est quand une produit par série eux. est faite par d'autres, même quand Casa de Papel est faite par une télévision Ouais. espagnole, chez eux, ça devient un original Netflix. Voilà, et 10% aussi les amis, hein, qui est À français. 10% aux États-Unis, ça devient un original Voilà. Netflix. Alors oui, mais original, ça veut dire que c'est original. Non, original, quand on est spectateur moyen et qu'on n'est pas un super pointu professionnel, original, ça veut dire que c'est une création. Bah oui. C'est Voilà. comme les logos de Canal, c'est comme les Exactement, symboles de création Canal. Canal+. C'est du marketing, c'est du gros mensonge. Il suffit de le savoir. Je pense que de toute façon maintenant c'est un peu trop tard parce Ouais. que Netflix a appuyé véritablement là-dessus pour asseoir sa position dominante. Ouais. Je crois qu'ils sont à quelque chose comme 45% de part de marché sur tout ce qui est SVOD aux États-Unis. Ah ouais, d'accord. Amazon Prime en est quand même à 38%, ce qui n'est pas rien. Ah oui, ça, bah alors c'est bien ça. Il y a des Et petits concurrents qui voilà. arrivent. Et cette année, il va y avoir les autres gros concurrents. Et puis, il faut La qu'on- Chine aussi se prépare. oui, mais Ouais. ça c'est peut-être pas sur le marché international. Ouais. Les autres gros concurrents, c'est surtout c'est Disney, c'est déjà aux États-Unis les CBS All Access, etc. Et c'est d'autres plateformes donc qui vont arriver sur le territoire français. De toute façon, maintenant, en ce qui concerne les fictions, on voit très bien que, à de rares exceptions près, le développement des fictions et la diffusion des fictions se fera beaucoup plus sur plateforme. Ah oui. Ce qui, Ça fait du mal, oui. alors, et pourquoi pas, c'est un tuyau comme un autre. Moi, je veux dire, la diffusion avant, elle était hertzienne, ensuite elle est devenue câble, maintenant les plateformes. Et si c'est une commodité Oui. de visionnage, Ça c'est reste très un bien. médium. C'est très bien. La chose quand même qui est un peu ironique, c'est qu'en France, il y a encore quelques années, on se plaignait justement que les bonnes séries soient sur des chaînes payantes, comme Canal+, etc. Et qu'il fallait attendre pratiquement un an pour voir Desperate Housewives gratuitement sur M6. Sur M6. Et maintenant, c'est l'inverse. Ça s'inverse. Vous êtes content de payer. Oui. Mais c'est vrai. Bah oui, il y a un Si abonnement vous de payez 10 euros, pour quand voir même. ce que quelque part vous auriez gratuitement. Mais il faut attendre. Et on ne veut plus attendre. Même les chaînes qui font des efforts pour vous diffuser les choses le rapidement. plus collé possible ne font plus le poids. Bah oui. La télévision est passée de mode, Ouais. sauf pour les grandes retransmissions, les directs et des choses comme ça. Mais pour les fictions, Ouais. à moins que ce soit des fictions originales, les fictions de TF1, de France 2, etc., font des 6-7 millions d'audience. Une fiction de France 3 peut faire jusqu'à 7 millions d'audience, Oui. etc. Mais c'est vrai que pour tout ce qui est importation, pour tout ce qui est le business model de l'importation, maintenant, passe par des plateformes. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des gros producteurs, des gros distributeurs, Disney via Fox et compagnie, et tous les autres, et Warner et ainsi de suite, se disent, étant donné que c'est du simple business model, c'est aussi bête que ça, s'ils ne peuvent plus rentabiliser la production de leurs séries en les vendant dans le monde entier, eh bien simplement ils vont créer leur propre plateforme pour qu'on s'abonne Ouais. et pour les rentabiliser via ces abonnements. C'est aussi bête que ça. Ouais, tout simplement. S'ils étaient encore capables, s'il y avait encore une appétence, il y avait encore une volonté pour acheter dans le monde entier des Riverdale, des Ouais. Flash ou des choses comme ça, On continuerait. Mais là, le marché continuerait Ouais, mais là, et ça- ça serait produit pour la CW aux États-Unis Ouais. jusqu'à 70% du budget et le reste, ça serait pris par justement cet Là. conglomérat de chaînes Voilà. mondiales qui International. payent pour
acheter les séries. C'est plus le cas. C'est plus le cas. Donc le business model est quand même un peu remis en cause. On parle encore une fois de productions qui coûtent jusqu'à des 2 à 3 millions de dollars l'épisode. Ce n'est pas rien. Non, du tout. Game of Thrones, c'est 15 millions de dollars l'épisode. Incroyable. Donc voilà, donc vous voulez quelque part, c'est pas de l'argent comme ça qui, Non, du tout. vient, il faut que ça Une soit vraie rentabilisé. économie. Donc quelque part, c'est presque un peu indubitable que des producteurs comme Universal, comme Disney, etc. Nous on produit à perte, Oui. parce que c'est le cas, Oui. on produit à perte. Si on veut quelque part que notre business model continue, ben, il faut être direct au consommateur. Voilà, direct. Donc chacun sa plateforme. Et donc chacun sa plateforme. Voilà. C'est ce que la plupart des chaînes font. C'est un peu l'évolution de la fiction. Voilà. Et avec un direct, avec un OTT comme on dit, un over the top, un direct au consommateur, et ben non seulement les fictions seront plus rentables, mais on pourra les voir absolument comme on veut, Oui. mais on pourra les voir en même temps que la plupart des autres pays, et ainsi de suite. Il faudra payer. Mais voilà, donc c'est la mondialisation de la série. On Donc pirater, du coup- mais ça pirater, Oui. c'est pas bien. Non, bah Enfin, non, c'est non. pas bien. Ouais, mais non. Enfin, c'est bon. C'est comme ça, c'est fait. Hein, voilà. Donc, C'est difficile de lutter. Voilà. Ouais, Maintenant, complètement. c'est très difficile d'essayer de prouver à des gens que pirater, c'est pas bien. Économiquement parlant, c'est un problème. Bah oui, mais c'est un voilà. problème. Mais de toute façon, C'est- tout le monde ne va pas s'abonner à toutes les plateformes qui Non. vont exister d'ici 5 ans. Bien sûr que non. Juste une dernière question. Vous regardez quelle série en ce moment, par exemple, pour préparer le prochain podcast Je par viens, exemple pour préparer le prochain podcast, je suis en train de me replonger dans Miami Vice. Ah, d'accord. J'ai terminé il y a longtemps, mais je me suis replongé dans Desperate Housewives pour le précédent, et je viens de terminer Miami Vice. Et pour mes connaissances personnelles, Oui. au-delà du podcast, je viens de terminer la nouvelle série qui sera fin janvier sur France 2 qui s'appelle Philharmonia. Oui, ça se passe dans l'univers musical. Et ça se passe dans l'univers Alors, musical, qu'est-ce dans que le vous cadre en d'un grand pensez orchestre. Oui. Dans le cadre d'un grand orchestre symphonique. Et c'est un sujet relativement original. Il y a Mais eu que complètement, une ou c'est deux superbe. séries à l'étranger qui ont fait ça, entre autres un Mozart in the Jungle, si je me souviens bien, qui est plus une comédie, qui est plutôt pas mal. C'est un peu le même thème. Ouais. Un nouveau chef d'orchestre qui arrive au sein d'un grand orchestre philharmonique, qui va essayer d'imposer sa loi avec fermeté, Avec etc. fermeté. C'est un drama D'accord. plutôt bien foutu. Alors, c'est plutôt bien, Oui. c'est plutôt ambitieux. C'est ambitieux de choisir le décor musical. C'est pour, ambitieux. En plus, il n'y a même pas de, on va dire, de ressort de criminalité Ah, ou quoi d'accord, que ok. ce soit. C'est pas policier. Pas d'enquête, c'est pas policier. D'accord. Ce qui nous change un peu parce que les séries policières Là, ça y est, en France, ça y est. Ouais. ras le bol. Ouais. Donc, ce n'est pas policier. D'accord. C'est vraiment les coups bas et les drames qui jouent au sein de ce grand orchestre avec énormément de problèmes pour les uns et pour les autres, que ce soit les participants de l'orchestre, le chef d'orchestre, la chef d'orchestre, etc., sa vie et ainsi de suite. C'est un petit côté saut, quelquefois, qui est absolument pas agréable. C'est plutôt très ambitieux et c'est très bien tourné. Ça a l'air beau, hein. C'est très bien, je Ouais. confirme, mais Ah, il y a un mais. écoutez, il y a 6 épisodes, moi, tout ce que je peux vous dire, Ouais. regardez les 4 premiers, et voilà. Ah, d'accord. Bon, bah voilà. Et alors, juste. Parce que je peux rien vous dire d'autre. Non, mais ne dites pas. Mais juste un Les fidèle. 4 premiers sont vachement bien. Un fidèle, par exemple, parce qu'on va diffuser la petite vidéo pendant la diffusion d'un fidèle par rapport à Dr Foster. C'est Alors, une vous en grande pensez tendance quoi de toute façon. Les adaptations, que ce soit les adaptations américaines de productions étrangères, que les adaptations anglaises, Ouais, que ce soit ouais, les adaptations françaises, Ouais, ouais. c'est une grande tendance. Je trouve qu'elle est réussie, moi, non je, vous trouvez je pas trouve ça plutôt pas mal. Ouais. De toute façon, de manière générale, une adaptation est réussie à partir du moment où on reprend les moments forts de l'œuvre originale, Oui, mais non, on en c'est fait quand même sa propre création. D'accord. Rien n'est pire que de faire simplement une copie, et de faire pas plan une par copie. plan. Ouais. À partir du moment où c'est simplement où c'est une espèce d'authenticité locale, généralement c'est plus ou moins réussi, en tout cas c'est plus ou moins efficace, et c'est honorable. Oui, Moi je trouve que c'est là, le en cas. effet, ça atteint son but. ouais, c'est vrai. Ça atteint son but. La bagarre de se dire est-ce que l'original, est-ce que c'est. Non, en c'est fait, pas la peine. C'est pas la peine. Ça atteint son but. Oui, c'est vrai. C'est Claire Kame est convaincante, même Jonathan Zakai. Et puis de toute façon, en effet, une adaptation n'est bonne qu'à partir du moment où les gens qui sont dans l'adaptation, de l'autre côté de la caméra, soit à l'écriture, soit à la production, soit au tournage, ils mettent leur propre patte, ils mettent leur propre truc. Si c'est simplement pour faire un copier-coller, ça n'a Ouais, aucun ça intérêt. a rien. Bon, moi je suis ravie d'avoir discuté avec vous en ce De début même. d'année de série et on se reverra pour continuer à parler et du podcast Previously, donc très bientôt, et puis sur les séries à venir qui vont être là cette saison. Voilà. Absolument. Et Bon, puis ben. si jamais un jour chez vous Oui. quelqu'un a un TiVo, Ah ou oui. quelqu'un, un ami américain qui veut se séparer d'un TiVo, Oui. sachez que c'est maintenant pratiquement un objet Culte. culte. À ne, C'est à ne- vraiment à ne ça. pas s'en séparer. Ben, ou alors vous nous appelez.
Ok, très bien. Faut qu'on vienne le filmer ou On quelque fera chose, ça. parce que c'est vraiment l'objet culte, quoi. Super. Je vous remercie beaucoup, Alain. Je vous en prie. Et puis à très bientôt. À bientôt. Au revoir.